qui parlait de démocratie, qu'il existe une démocratie, une vraie démocratie, sans le pouvoir religieux. Sans le pouvoir religieux. Parce que dès qu'il y a un pouvoir religieux, il n'y a pas de démocratie. La comparaison de la religion au communisme, le communisme, d'après ce que je peux saisir, c'est au niveau social, de la société. Mais ce n'est pas la religion. C'est un point qui est fortement pesé. Quand on le voit, parce que ce n'est pas nouveau, l'autre soir il y avait une émission qui était faite sur l'islam, sur la religion, sur les extrémistes. Bon. Et qui, quand on voit à l'IOF Ranouchi en premier, le Morsi aussi, avec Tariq Ramadan, et vous le voyez à ces réunions, même de ce qu'a créé M. Sarkozy, c'est le culte musulman, hein, et qui prenait vraiment dans ces réunions, et qui l'IOF se réunit tous les ans. Hein. Quand on parle du Qatar, et derrière le Qatar, une question, je m'arrêterai après pour donner la parole aux autres, le Qatar n'a pas joué comme Tunisie, il a joué partout. Le Qatar est, comme j'ai entendu derrière, je l'approuve, et l'Arabie Saoudite. Mais il y a autre chose aussi qui interroge, je dis bien interroge. Fabius était le premier à féliciter Ranouchi. Fabius a été aussi le premier à féliciter le Morsi. Et on dirait qu'il met le feu, mais il dit où est-ce qu'il est le feu actuellement, les islamistes, etc. Non, ça pose question. Bonsoir. Moi, je voulais rebondir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, Cyrilla Blanchot, qui faisait preuve d'un peu de naïveté vis-à-vis du discours que tenait le mouvement islamiste dans l'autre instance de la Révolution. Vous étiez un peu surpris de voir que ce mouvement-là pouvait rejoindre le mouvement démocratique en Tunisie. Moi, je pense bien au contraire que ce langage-là, c'est un langage qui tenait à l'époque dans une situation qui était avant d'accéder au pouvoir, et que le fait d'accéder au pouvoir a complètement changé leur discours, et complètement changé, non, c'était leur discours de base, et ce sont leurs valeurs qu'ils défendent, et aujourd'hui, le jeu politique est devenu clair. La deuxième chose que je voulais dire concernant votre intervention sur la contradiction qui existe entre la révolution du peuple et l'expression des points politiques dans l'ANC actuelle, cette dichotomie s'est aggravée par le fait que l'Assemblée elle-même, de par sa composition politique, ne correspond plus à la composition politique du pays. Depuis la création de l'ANC, les partis de la Troïka, certains ont explosé en vol, et de l'autre côté, sur la scène politique, sont apparues des nouvelles forces politiques qui n'existaient pas avant les élections. Et donc cette double contradiction, personnellement, j'ai du mal à voir comment cette Assemblée va arriver à rédiger une constitution et quelle sortie de crise le pays va confronter. Parce que la situation elle est grave, et lorsqu'on dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que cette Assemblée prépare la contre-révolution, ce qui veut dire qu'en gros, il va y avoir une deuxième révolution en Tunisie, à mon avis. Et ça va être très rapide. Tout à l'heure, quand il y a eu la question par rapport à Qatar et du financement, moi ce que je dis en fait,
pouvoir en fait, de l'argent, ils ont de l'argent. Mais nous, notre pouvoir est le plus fort parce qu'on a le pouvoir du patriotisme. Nous, le drapeau qui est derrière vous, il est en nous. Et jamais on se séparera de ce drapeau-là et de notre patriotisme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je suis très fière d'être en face de vous, monsieur Ayad Rachou. Parce qu'en fait, je me reconnais en vous. Et je ne me reconnais pas du tout, en fait, dans le gouvernement actuel. Et notamment, en fait, toutes les personnes qui sont dans le gouvernement. Et troisième chose, j'ai une question, en fait, moi, je ne comprends pas. Ils ont été, en fait, élus pour une période donnée. Et leur légitimité, elle s'arrête au bout d'1 an. Pourquoi ils continuent, en fait, à maintenir le pouvoir et rester dans le pouvoir? Et qu'est-ce qu'on va faire pour sauver notre pays de cet obscurantisme, de ces réactionnaires qui sont là, ou comme ils l'ont dit en fait certains, voilà ce que j'ai. Je vous demande d'aller un peu plus vite sur les questions, s'il vous plaît, pour en prendre le maximum. Donc, Bonsoir. Bonjour. Je voudrais revenir sur 2 questions qui ont été évoquées, mais j'aimerais insister à ma façon sur quelques points. Le premier point pour nous qui est essentiel, c'est les élections et la durée qui a été octroyée à l'Assemblée constituante pour rédiger la Constitution et cette durée d'1 année. S'il vous plaît, si vous pouvez nous éclaircir un peu plus, parce que au niveau du règlement intérieur après, les délais d'1 an n'ont pas été repris sciemment. J'aimerais aussi que vous nous éclaircissiez sur le déroulement des discussions au niveau de la haute instance, sur le point du délai au niveau du projet électoral. Nous avons entendu au moins 2 versions. Une que vous venez de nous confirmer, à savoir un délai d'1 an, mais la deuxième version était 1 année. Ce délai, l'ENADA et le CPR n'étaient pas d'accord et ils voulaient un délai supplémentaire. Et apparemment, il y a eu des discussions qui ont duré. Ça, là-dessus, s'il vous plaît, parce que c'est important. Parce qu'à partir de là, est-ce que, je vous pose une question qui n'est pas du tout constitutionnelle, je ne sais pas ce qui me sort un peu par la tête, devant le problème auquel nous sommes aujourd'hui, est-ce que on peut revenir à cette instance du fameux protection de la Révolution, qui est la seule instance, à mon avis, dans une période révolutionnaire représentative de la Révolution. Deuxième point, et c'est court, vous avez parlé de contre-révolution. C'est une contre-révolution de l'histoire. La situation dans laquelle est la Tunisie, je crois que la révolution se trouve devant une tsunami. Donc il faut appeler maintenant les mots par leurs vrais mots et arrêtons-nous, quand on dit arrêtons-nous, notamment les responsables politiques, de parler de consensus avec un parti qui ne croit pas du tout du consensus, et en utilisant ce consensus, nous a maintenant amené 1 an et demi après devant une situation non seulement de blocage, mais c'est une situation où devant nous c'est une montagne pour revenir 10 siècles en arrière. Maintenant, il faut que tout le monde, notamment les politiques et les intellectuels, disent chaque fois il y a un mot comme maintenant au niveau de la Constitution, revenir à 10 siècles en arrière, le condamner d'une manière virulente et revenir à la population. Merci.
élections. Est-ce que c'est prémédité et est-ce que ça profite à des partis plus que d'autres? Merci. Merci pour la question. On arrête là. C'est rien. Je n'ai pas le micro, mais je voudrais vous dire actuellement qui gouverne la Banque centrale. Sachant que l'inflation, on est à 6%. L'inflation, je te propose de poser la question sur l'actualité. On se donne le micro et on reviendra là-dessus. Alors, je vais répondre très rapidement à l'ensemble des questions. Oui, je vois chez vous, comme chez nous, vous portez les drapeaux dans votre cœur, nous le portons tous, et donc nous partageons aujourd'hui la même angoisse. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone d'une amie qui a commencé à me parler de ce qui s'est passé, etc., et qui a fondu en larmes. Je n'ai pas su comment lui répondre, parce que je n'étais pas seul. À chaque fois, devant les informations, à chaque fois, on voit les informations défiler, on est en douleur. Je sais que les gens, vous savez, j'ai pris l'avion tout à l'heure à Tunis, et les gens m'interpellent, et je vois, je lis, je sens une angoisse terrible. Vraiment, c'est un état psychologique désastreux. Alors c'est la chose la plus désastreuse dans notre pays actuellement, c'est l'état de délabrement du moral de chacun de nous. Vous voyez, ça c'est très mauvais. Bien sûr, ça cache quelque chose, c'est qu'on ne voit plus où nous allons. Avec l'instance, on savait, on a fait la loi électorale, on savait qu'on allait faire des élections, puis les élections seront suivies d'une assemblée constituante qui donnerait une constitution. Du coup, maintenant, on commence à parler d'autre chose. Pourquoi la Constitution n'apparaît-elle pas? Qu'est-ce que c'est que ce Parlement qu'on nous a mis en place? Qu'est-ce que c'est que ces lois qu'on veut imposer et d'ailleurs dont aucune n'est passée, etc. Ça fait trop longtemps qu'on est dans l'incertitude. Alors, quelle sortie de crise? Ben, écoutez, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps à la télévision. Ça a été très très mal interprété. J'ai dit en face d'un ministre qui était avec moi à la télévision, j'ai dit, écoutez, si vous continuez à travailler comme ça, avec la même lenteur, l'absence de réalisation, les promesses non tenues, les problèmes non réglés, les grands dossiers non résolus, si vous continuez à travailler comme ça, il se passera quelque chose d'extrêmement traumatisant pour le pays. Et ces choses qui peuvent se passer, vous les connaissez aussi bien que moi. Vous connaissez l'histoire des révolutions, l'histoire des échecs. Il peut y avoir un coup d'État militaire, il peut y avoir un arrêt du processus transitoire, il peut y avoir le chaos. Et le chaos, vous savez, les sociétés qui tombent dans le chaos peuvent être traumatisés pendant des siècles. Et puis le chaos, de toute manière, les sociétés ne les supportent pas et applaudissent le premier qui viendra rétablir l'ordre. Voilà. Et puis j'ai ajouté, et parmi les hypothèses possibles, il y a l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée constituante. J'ai parlé de l'hypothèse. Alors tout de suite, la personne qui est devant moi m'a dit, mais c'est affreux ce que vous dites, nous représentons la légalité, sharia, en arabe m'a dit, nous représentons sharia, nous représentons la légalité, vous êtes en train d'appeler le peuple à l'insurrection. Au lieu d'apaiser le peuple et de lui dire qu'il faut croire en l'avenir, etc., vous êtes en train d'ameuter les gens en leur disant que rien ne va plus et qu'il va y avoir une deuxième résolution, etc. Mais j'ai dit, mais pas du tout, je n'appelle pas. Je reconnais la légalité, moi. Mais je dis les risques, je suis en train de vous dire qu'il y a des risques à partir de l'expérience historique. Je ne suis pas en train d'appeler. Et ce qui est terrible dans cette situation, c'est qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont élus par le peuple, ont transformé cela en absolu.
Ils ont transformé la légitimité en absolu. Mais la légitimité n'est pas un absolu. Et si vraiment ils continuent à travailler comme ils travaillent, il y aura quelque chose en Tunisie. C'est pour ça que les gens sont inquiets, tout le monde le sent. Vous savez, les gens ne sont pas bêtes. Hein. Et donc j'ai dit à ce monsieur, je lui ai dit, au lieu de me demander à moi d'apaiser les gens par des paroles, moi je vous demande, vous, d'apaiser des gens par des actes. C'est vous les responsables. Moi je ne suis ni ministre ni président. C'est à vous qui avez la responsabilité politique d'apaiser les gens par de vrais actes, et non pas par du bavardage et du bavardage et du bavardage au sein de l'Assemblée nationale constituante. Donc voilà, c'est pour ça que, quelle est la sortie de crise? Je ne peux pas vous répondre à cette question, je ne suis pas prophète pour cela, je ne peux pas prévoir l'avenir, et je dis tout simplement qu'aujourd'hui tout est possible. C'est pour ça qu'à la fin de mon exposé tout à l'heure, je vous ai dit, j'espère que la chance sera du côté du peuple tunisien. J'en viens maintenant au problème du mandat. D'abord, je vous précise une chose. La loi électorale sur la base de laquelle l'Assemblée nationale constituante a été élue ne limite pas le temps de l'Assemblée. C'est peut-être une erreur qu'on a faite, mais je peux vous dire qu'on avait tellement de choses à faire qu'on ne pensait même pas, pour nous, c'était même pas un détail auquel on a pensé. Donc, la loi électorale ne limite pas le mandat de l'Assemblée constituante. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire de une année, d'où vient-elle? Elle vient de deux sources. Voilà, je vous donne des précisions, puisque vous me les avez demandées. La première source, c'est le décret qui appelle les électeurs au vote. Les électeurs doivent être appelés par un décret, le jour du vote, etc. Donc, les deux décrets qui ont appelé les électeurs au vote, le premier, lorsque les élections étaient prévues pour le 24 juillet, et le deuxième, lorsque les élections ont été reportées pour le 23 octobre, 24 juillet et 24 octobre. Ces deux décrets ont précisé que le mandat de l'Assemblée était d'une année pour faire la Constitution. Mais les gens de l'Assemblée disent aujourd'hui un décret pour nous n'a aucune valeur. Nous sommes le pouvoir constituant. Ce décret est un acte administratif. Pour nous, on peut l'abolir par une loi. Ce qui est vrai, sur le plan juridique, ce qui est vrai. Alors, quelle est la deuxième source? La deuxième source, c'est cette déclaration du 15 septembre 2011. Déclaration qui a été signée par les 11 partis membres de la haute instance. En dehors de la haute instance. Pourquoi en dehors de la haute instance? Parce qu'à ce moment-là, Nahda avait quitté la haute instance. Le CPR avait quitté la haute instance. Et j'ai pris un acte, une initiative personnelle. Parce que j'avais peur que les élections soient remises en cause. Je suis allé moi-même chercher ces partis-là et je les ai convaincus que pour sauver les élections, il fallait sortir une feuille de route. Ils l'ont fait. Nous avons eu 6 séances de négociations très difficiles, mais on a abouti à cette déclaration du 15 septembre, dans laquelle les chefs des partis politiques, leurs secrétaires généraux, dont Chokri Belri, qui représentait le Ouattara. Donc il y avait Chokri Belri, il y avait Goumen, il y avait Ranouchi, il y avait Mostafa Ben Jaafar, c'était tout ça. Ils l'ont signé. Et c'est par cet acte qu'ils ont limité le mandat de l'Assemblée à 1 an. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous me dites qu'il y a des gens qui disent que l'Assemblée n'a pas de mandat limité, il y en a d'autres qui disent qu'elle a un mandat limité. Sur le plan strictement juridique, on ne peut pas dire que le mandat que l'Assemblée a un mandat. Il faut être honnête, il faut être honnête là. Il ne faut pas raconter des choses qui ne sont pas vraies aux gens. Sur le plan juridique, et je suis juriste, et je sais de quoi je parle, sur le plan juridique, il n'y a pas de mandat pour l'Assemblée nationale constituante. Et donc, comme il n'y a pas de limite juridique, eux, ils disent, ils se réclament de la légalité, ils disent rien ne nous limite à 1 an, et ceux
il y a même quelqu'un qui a réclamé que ceux qui disent que la légitimité de l'Assemblée s'est arrêtée au 23 octobre 2012, ce sont des traîtres qu'il faut poursuivre. Il a dit ça. Il a dit celui qui dit que l'Assemblée nationale constituante n'a plus de légitimité après le 23 octobre 2012 est un traître qu'il faut poursuivre. Vous voyez jusqu'où l'arrogance de ces gens-là a atteint des degrés inimaginables. Tout ça parce qu'ils ont été élus par le peuple. Donc, sachant que sur le plan juridique, il n'y a pas de limite au mandat, ils disent, oui, c'est vrai, nous avons signé un document. Nous l'avons signé, notre chef de parti l'a signé. Mais, premièrement, ils l'ont signé en leur nom personnel. Deuxièmement, c'est un acte à caractère politique et non pas un caractère juridique. Autrement dit, c'est un simple engagement moral et non pas un engagement juridique. Moi, à quoi je réponds? Je dis, mais dans l'humanité, les engagements moraux ont autant d'importance, sinon plus d'importance que les engagements juridiques. Quand vous donnez votre parole à quelqu'un, si vous êtes un homme de foi et si vous voulez vous faire respecter, il faut respecter vos engagements, même si vous ne signez pas un contrat. Donc l'engagement moral a autant d'importance. Mais bien sûr, eux, ils n'en prennent pas de cette oreille. Ils vous disent ça, c'est une simple promesse politique qui ne nous lie pas. Donc si l'Assemblée continue comme ça à jouer la corde de la légalité, de la légitimité électorale, pendant combien de temps elle va pouvoir encore le faire? Elle va quand même pas rester 10 ans, cette Assemblée nationale constituante. Il faut bien que son travail se termine. Et donc, je pense que si elle continue, elle va aller en se discréditant de plus en plus. Actuellement, je peux vous le dire, l'autorité dans l'État tunisien, ce n'est ni le président de la République ni le gouvernement. L'autorité la plus discréditée dans notre pays, c'est l'Assemblée constituante. C'est elle qui est l'autorité la plus contestée aujourd'hui. Et vous n'avez qu'à discuter avec les gens, vous verrez. Alors, vous me proposez comme solution de revenir à la haute instance. D'abord, qui va prendre l'initiative? Écoutez, si je vais vous dire très simplement que si je prends l'initiative moi-même, je serai accusé dans les 24 heures de complot contre la sûreté de l'État et je finirai mes jours en prison. Je ne sais pas si ça sera très utile pour le pays. Ce n'est pas facile. L'Assemblée constituante, malgré tout, même si elle est contestée, etc., elle a quand même été élue et on peut encore avoir un petit peu de patience pour voir jusqu'où ils iront. Mais je crois que revenir à la haute instance, bien que le texte soit toujours là, le texte qui organise la haute instance n'a pas été abrogé. Donc, juridiquement parlant, je peux la mettre en route, la haute instance. Mais ça, personnellement, je ne le ferai jamais, parce que c'est un acte qui sera dirigé directement contre l'Assemblée nationale constituante et qui sera considéré comme un complot contre la sûreté de l'État. Et je ne prendrai jamais ce risque-là. Et puis, ça déstabilisera les gens. Écoutez, je ne vais quand même pas participer à une opération. Déjà, les gens sont très tristes et très angoissés. Je ne vais quand même pas prendre l'initiative d'une initiative qui va encore leur apporter encore plus d'angoisse et plus de larmes. Donc, je pense que c'est exclu le retour à la haute instance. L'obscurantisme, que faire contre l'obscurantisme? Bon, écoutez, là, quand même, il faut aussi savoir que la politique, c'est avoir des ambitions intellectuelles, lutter contre l'obscurantisme, plaider pour la liberté, plaider pour la fraternité, plaider pour l'entraide entre les gens, etc. Mais c'est également la science du réel. C'est la science du réel. Ces obscurantistes, mes chers amis, ils font partie de nous-mêmes, qu'on le veuille ou pas. Et ce problème, nous devons le gérer avec ces mots-là. Je ne dis pas qu'il faut les accepter, mais il faut vivre avec. C'est une composante de notre peuple, qu'on le veuille ou pas, ils ne descendent pas du ciel. Ils ne viennent pas de Mars. C'est une composante de notre peuple. Et donc un sage, un politique sage, ne doit surtout pas les exclure. Alors là, ça serait la faute capitale. Alors là, ça serait une faute politique, une erreur enfantine.
Parce que c'est très simple. S'ils se sentent exclus du pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Vous devinez le résultat. Ils vont se lier avec leurs extrémistes d'abord et ils vont se lier avec les djihadistes. Et ils pourront bloquer le fonctionnement du pays s'ils ne mettent pas le pays à feu et à sang. Donc la pire des erreurs, ce serait de les exclure du pouvoir. Il faut continuer à négocier avec eux. Il faut que la société civile, c'est là où est le secret. Le secret de notre réussite, c'est que la société civile, en Tunisie même, mais même ici, vous avez un très grand rôle à jouer, les différentes associations doivent faire pression constante et ne pas baisser les bras, ne pas baisser les armes. Maintenir la pression, d'abord pour avoir une bonne constitution, en tout cas une constitution acceptable pour l'esprit démocratique, et c'est ce que nous avons réussi à faire jusque-là. Après tout, on est angoissé, mais je ne voudrais quand même pas vous empêcher de manger et de dormir ce soir. Après tout, comme le disait mon collègue tout à l'heure, nous avons des acquis. Quel est le projet qu'ils ont réussi à faire passer? La charia, source de la loi, ce n'est pas passé. La complémentarité homme-femme, ce n'est pas passé. L'atteinte au sacré, ce n'est pas passé. La lutte pour la liberté de conscience, on va commencer la bataille. Et j'espère qu'on l'aura, cette bataille de la liberté de conscience. Et donc, la société civile se défend très bien. On est angoissé parce qu'on ne sait pas où nous allons et combien ce combat entre la société civile et le pouvoir va prendre du temps. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte de ce que fait la société civile, au contraire. Il y a de quoi être optimiste. La seule condition, c'est de ne pas être pris par le désespoir, de ne pas baisser les bras. Il faut continuer la lutte. C'est la condition de la réussite. Quant à la date de l'écriture de la Constitution, il n'y a pas de date précise. Bon, maintenant, on nous promet que ça sera en 2013, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'événements qui pourraient encore retarder le travail de l'Assemblée. Si tout se passe bien, si le nouveau gouvernement de est composé, et s'il est accepté, je n'en sais rien, et que tout se passe normalement ou à moitié normalement d'ici 2013, nous finirons par avoir notre constitution dans de bonnes conditions en 2013. Mais là, encore une fois, je veux bien vous apaiser, mais je ne veux pas trop aussi vous gouverner, parce qu'il y a, encore une fois, les imprévisibles qui peuvent se passer. Voilà.